salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du 5e quart. Aujourd'hui, je reçois un coach qui a gagné beaucoup. Pas juste des matchs, mais aussi le respect de ses pairs. Guillaume Giroux, c'est des années d'expérience, une constance impressionnante puis une vraie compréhension de ce qu'il faut pour bâtir et durer. On va parler de son parcours, de la pression d'être attendu chaque saison, puis de ce que ça prend pour rester au top. Je t'invite à t'abonner à la page Instagram Le 5e quart. C'est là que tu vas trouver tous les extraits, puis c'est là que tu vas surtout voir les prochains épisodes. Si t'aimes le contenu, c'est la meilleure façon de rien manquer. Bonne écoute à tous. Je laisse Guillaume se présenter. Bonjour tout le monde. Guillaume Giroux, dans le fond, j'ai coaché, moi, j'ai commencé à coacher sur la rive nord de Montréal, Collège L'Assomption, puis Jean-Baptiste Maillard à Repentigny, parce que j'allais au cégep dans ce coin-là. Puis j'ai commencé à coacher là. J'ai fait quelques années juvéniles, filles et garçons. J'ai aimé les deux niveaux. Ça m'a amené à coacher ensuite au niveau collégial. J'ai eu la chance de travailler au Cégep Montmorency. J'étais arrivé avec une équipe, déjà une bonne équipe. Puis j'ai vu c'était quoi de l'excellence. Là, le directeur sportif là-bas était très... il voulait qu'on travaille, il voulait qu'on ait du succès. Puis j'ai pas eu le choix de suivre. Puis j'ai adoré ça. Puis c'est ça, j'ai coaché là de 2000 à 2015. Là, j'ai commencé à coacher moi en 93, ça me vieillit pas mal. Puis je suis rentré collégial en 99, puis j'ai commencé à Montmorency. Dans le fond, je dis 2000, mais c'est 99 à 2015. Coaché division 2 pour les 2-3 premières années. Ça a super bien été. On a gagné des championnats provinciaux avec un beau groupe de filles. Ensuite, j'ai eu la chance de coacher le division 1. Puis on a eu quand même beaucoup de succès aussi rapidement là-bas. Quelques championnats nationaux, des super belles expériences aussi de travailler avec des bonnes personnes. Ça a été très le fun mon passage là-bas. En 2015, j'avais coaché aussi adjoint à l'université à l'UQAM 2-3 années, au milieu des années 2000. Ensuite à McGill là, de 2010-11 à 2015. Puis là, j'ai eu le travail à Laval quand ça a ouvert. Donc, depuis 2015, j'étais à l'Université Laval. Ok, super. Puis à l'Université Laval aussi, je pense que tu as fait déjà une super job. T'es rentré là en 2015, puis t'as reçu 2 ou 3 médailles au championnat. On a 3 médailles au championnat national. On a 4 championnats provinciaux, puis c'est ça. On a 2 médailles d'argent puis une médaille de bronze. Fait que j'aimerais ça aller chercher l'autre. Ouais. Ok. Je comprends. On va commencer un petit peu en parlant des préparations pour les nationaux. Comment tu réussis à préparer une saison en ayant ça comme objectif? Je pense que c'est clair et établi que c'est toujours votre objectif de se rendre là dans les dernières années. Fait que je te laisse un petit peu nous parler comment tu planifies ta saison à partir de performer pour les nationaux. Ouais, c'est ça. Ça se planifie très longtemps d'avance. Je dirais que ça part avec le recrutement. On veut recruter tout le temps. C'est sûr que le bassin, le fait francophone, tout ça, ça nous limite un petit peu. On peut pas recruter des filles d'un peu partout dans le monde, là, mais on essaie d'aller chercher du caractère, on essaie d'aller chercher des filles qui vont être capables de prendre un petit peu de pression, parce que ça en est de la pression rendue à ces niveaux-là. Évidemment, le talent est important aussi. Puis on fait quand même beaucoup de préparation l'été. C'était moins en vogue quand je suis arrivé. Même à Montmorency, il y avait pas beaucoup de... Là, on recule au début des années 2000. Il y avait pas beaucoup de travail qui se faisait hors saison. Là, il y a des jeunes primés qui sont arrivés puis qui ont commencé à en faire. Donc là, tu es obligé de suivre. Là, on en a fait. Puis là, au niveau universitaire, on s'entraîne quand même assez régulièrement, aussi même en été. Préparation physique et basket. On essaie différents formats. C'est ça, cet été, on est plus dans un format ils font juste 1 heure par jour de basket, 4 jours, là. 1 heure, puis 1 heure de préparation physique, mais c'est 1 heure par position, là, des choses spécifiques qu'on travaille dans nos systèmes offensifs, mais on les décortique, puis on fait juste ça par position. Je pense que les filles aiment le principe. Puis ça, tu sais, c'est tellement un jeu de détails. Plus on monte, plus le niveau est élevé, plus les détails sont importants. Puis on l'entend souvent, les athlètes professionnels en parler.
tu peux être très bon au cégep, au secondaire, tout ça, mais il y a la petite chose, le petit détail que la personne en haut fait un petit peu mieux. Et ça fait que ces équipes-là remportent les matchs importants aussi. On essaie de faire beaucoup de focuser sur les détails. Tant que tu l'as pas vécu comme coach et comme joueur, c'est des fois, tu essaies de vendre quelque chose aux joueurs, puis ils l'ont pas vécu. Puis là, quand ils arrivent à ce niveau-là, Colin, OK, je comprends là, ce que tu voulais dire. Puis c'est un peu pour ça que c'est le fun d'avoir un groupe qui vieillit puis qui a eu la chance de participer assez tôt dans le processus. Parce que là, à chaque année, OK, Colin, on n'est pas là. OK, ça, faut faire ça mieux, ça, faut faire ça mieux. Donc, dans notre préparation, on est vraiment axé sur les détails. L'année dernière, il y a beaucoup d'équipes qui... T'sais, de toute façon, la tendance est au switch, là, ça switch énormément. On n'était pas en mesure de bien lire quand slipper des écrans, quand les ghoster, là, les écrans, tout ça. Il y a plein de concepts que les filles, ils comprenaient, mais ils le mettent en application. Puis là, je pense qu'on on travaille beaucoup de ces choses-là en été. Puis c'est ça, le processus cette année va être différent parce que là, c'est certain qu'on y va à cause qu'on reçoit le championnat national. Donc, on va être encore plus patient sur certaines choses. Tu sais, des fois, tu veux gagner des matchs, puis tu prends des raccourcis, puis c'est pas nécessairement tout le temps la bonne façon. Je suis pas ce genre-là nécessairement, mais il y a des... J'avouerais que des fois, à cause du fameux wildcard, là, l'équipe invitée au national, si tu perds trop de matchs dans l'année, tu seras pas invité si jamais il y a une défaite qui arrive au provincial. Des fois, on essaie de se faufiler, d'avoir une place comme équipe invitée si jamais on gagne pas le provincial. Cette année, on n'aura pas ce souci-là. On va y aller un pas à la fois, puis on va essayer d'améliorer les choses qui nous ont fait mal l'année dernière. OK, super. Puis là, tu nous as parlé un petit peu de ton off-season, mais quand tu commences ta saison, est-ce que tu la décortiques en partie ou tu y vas vraiment juste match par match, étape par étape? Dans le fond, on planifie où on veut se rendre, tu sais. Donc, cette année, on va mettre beaucoup plus de pression défensivement. On était une bonne équipe talentueuse, mais pas dure à jouer contre. Tu sais, c'était plus passif, c'était bien, le positionnement était super bien, mais on n'avait pas il manquait un peu de hang, là, un peu de grit dans notre jeu. Juste voir la NBA, tu sais, les Thunder, tu sais, sont tough en défense, ils courent, ils génèrent des revirements, tout ça. Je pense qu'on va avoir l'équipe un petit peu plus pour le faire. On a rajouté un petit peu de profondeur aussi à la position de garde. Donc, je pense qu'on va être en mesure de mettre un peu plus de pression. Fait que pour répondre à ta question, on va mettre beaucoup plus d'emphase défensivement. Les dernières années, souvent, on mettait beaucoup d'emphase en attaque. On voulait être au niveau, tu sais, puis côté IQ, basketball, tu sais, offensivement. On va continuer de le faire, puis on en fait beaucoup cet été. Mais quand la saison va commencer en septembre, on va mettre beaucoup d'emphase sur la défense, puis on espère que ça va nous permettre d'utiliser nos forces. Tu sais, on est une équipe rapide. Faut qu'on court, on n'a pas le choix. Puis pour ça, il faut générer des revirements, il faut avoir la balle dans les mains, puis on va essayer de l'avoir un peu plus. Est-ce que tu fais beaucoup de préparation mentale avec tes joueuses au courant de la saison? Y a-tu des moments forts? Si t'en fais, y a-tu des moments forts que tu essaies d'en faire un petit peu plus? Ben ça, c'est le fun de se poser la question. Vraiment, cette année, on a décidé d'aller de l'avant. Il y avait un petit peu de demande. Les années d'avant, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Les filles ont dit, gars, ça serait bien qu'on le fasse. Là, on a engagé un préparateur mental qui va nous suivre. Je sais pas trop le concept encore. Justement, il m'a appelé aujourd'hui. Mais on va mettre en place un programme annuel avec lui. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je suis pas un expert dans ce domaine-là. Puis j'ai bien hâte de voir là, en quoi ça peut. J'en entends parler beaucoup que ça peut être important. Tout ça, que j'ai hâte de voir quel impact ça peut avoir. Parce que effectivement, on a tout le temps des joueurs, tu sais, pour des raisons X, Y, qui performent très bien sous la pression, puis d'autres un petit peu moins bien quand les gros moments arrivent. Oui, on va mettre ça dans la planif cette année. Ok, super. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin de ta saison. Un petit peu une saison pilote pour ça. Puis, super. Tu as parlé un petit peu du recrutement. Comment tu dis, OK, ça, c'est le genre de joueuse que je veux
dans mon programme. Puis en plus, comment tu gères un petit peu l'exode des joueuses qui vont beaucoup en Ontario, quelques-unes qui vont aux States? Ça, c'est de plus en plus difficile. Il n'y a pas de réponse. Nous, on essaie de recruter le talent, puis le caractère. Puis c'est certain qu'il y a beaucoup de filles qui nous disent, bon, les États-Unis, Ontario, peu importe. Notre petite conférence, des fois, fait en sorte que ça fait peur aux filles. C'est sûr que de ce côté-là, moi, j'ai toujours le même discours. Tu sais, on joue les équipes qui se rendent jusqu'au bout, là, jusqu'au national, tout ça. Ils jouent à peu près une trentaine de matchs, là, 30, 32 matchs. On est tout le temps dans ces eaux-là. On en joue autant que les autres. On joue 16 matchs de conférence. C'est sûr qu'on joue les équipes 4 fois. Mais ailleurs, ils jouent 2 fois. Donc, dans les faits, il y a 4 équipes qu'on joue 2 fois de trop. Mais on joue beaucoup de matchs hors conférence. Puis comme je disais aux filles, quand tu vas jouer dans une grosse conférence, il y a pas beaucoup de chances que tu aies au championnat national. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent y aller. Hein? Au Québec, tu as une chance sur 5. Là, en partant, il y a une chance sur 5 d'y aller parce qu'on est une petite conférence. On prend Laval on prend nous. On est allé, je pense, 7 ou 8 fois depuis 10 ans. Fait, tu sais, t'as des bonnes chances d'y aller. C'est sûr que j'essaie de mettre ça de l'avant, mais c'est certain qu'il n'y a jamais de garantie. Mais vivre un championnat national, les athlètes, quand ils vivent, les coachs, même chose, quand on le vit, c'est une petite drogue, tu veux le revivre. Tu vois c'est quoi le meilleur niveau, tu le comprends beaucoup plus. Puis les équipes step up un peu leur niveau de jeu. Là, il y a tout l'enjeu qui vient avec, puis c'est vraiment une belle expérience. Dans la majorité des cas, l'organisation est top-notch. C'est vraiment, t'es bien traité, tout ça. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de vendre dans le recrutement, parce qu'aux États-Unis, encore une fois, tu sais, puis je le sais très bien là, que l'aspect financier maintenant, on ne pourra jamais se battre contre ça. On est capable. Ce que les gens savent pas, tu sais, c'est qu'au Canada, tu peux payer frais de scolarité. Là, ça peut pas te coûter cher là, ici au Canada. Là. C'est sûr, l'appartement, les choses comme ça, on peut pas payer ça, mais tu restes chez toi, tu n'as pas à payer ça la majorité du temps. Là, papa, maman, ou peu importe. Mais tes frais de scolarité, tu sors avec un diplôme de qualité. C'est ça, c'est pas toujours le cas ailleurs. Tu sors avec un diplôme de qualité, puis tu peux faire une maîtrise, tout ça peut être payé là, en 5 ans d'université, puis ça peut être une belle opportunité, mais je comprends qu'il y a c'est du cas par cas. Il y a des filles qui financièrement ont vraiment besoin de ça. Ça dépend vraiment, c'est des choix personnels aussi. On n'est jamais dans le jugement, là, c'est des choix personnels, puis là avec la folie des NIL, ça donne des sous énormément, plus côté masculin, mais si ça commence à le faire côté féminin, félicitations, profitez-en, c'est correct aussi, on peut pas rien faire pour ça. OK. Puis, quand tu fais du recrutement, est-ce que tu priorises plus le fit d'équipe ou tu essaies d'aller chercher vraiment les joueurs avec le plus de talent puis tu vas essayer de les faire fitter éventuellement dans le cadre de ton équipe? Mais comme j'ai dit tantôt, le bassin n'est pas nécessairement énorme tout le temps, mais c'est sûr qu'on essaie de prendre des bonnes personnes avant tout. Mais du caractère, j'ai jamais eu ça. Quand j'étais à Montmorency, tu sais, souvent dans ma carrière, j'ai entendu elle touche pas à ça, c'est dur à coacher, puis tout ça. Puis moi, j'y allais quand même, puis j'ai jamais eu, tu sais, j'étais un coach qui va dire les vraies choses, qui va être rigoureux, mais tu sais, qui est capable de vivre avec du caractère un peu aussi, pour en avoir moi-même. je comprends c'est quoi avoir du caractère, puis je pense que tu gagnes avec du caractère. Je pense que si c'était juste du bon monde, puis pas trop de grit, puis à un moment donné, il te manque ça aussi. Là. Je pense que puis tu sais, ça veut pas dire que du bon monde peut pas avoir de grit, là. C'est sûr qu'il faut que ça soit des bonnes personnes. Quand je dis du caractère, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes non plus. C'est juste que c'est du monde qui peuvent
questionner un peu plus. Puis là, tu sais, j'haïs pas ça parce qu'on est capable de faire un bon mélange avec tout ça. Puis, mais effectivement, faut qu'ils adhèrent au concept d'équipe. On essaie d'instaurer une nouvelle culture un peu plus, des cultures gagnantes. Tu sais, les dernières années, j'ai eu un petit peu de laisser-aller de mon côté. J'étais... Tu sais, la motivation intrinsèque, tu sais, ça a ses limites, là, je pense, malheureusement. Puis je pense que les jeunes demandent, tu sais, je me le faisais demander, Guillaume, tu nous pousses pas assez, Guillaume, ouais, OK, mais je peux pas, maintenant, on peut pas juste tout le temps faire ça, là. Ça fonctionne pas, là. Plus jeune, on le faisait, c'est tout ça, mais là, on n'est plus dans dans la même réalité. Mais on va instaurer des non négociables, puis on va instaurer des choses qui doivent se faire, puis si ça se fait pas, ben, on va être en bonne forme physique. On vient aussi à un stade où est-ce que, bon, ben, comme entraîneur, tu peux pas vouloir non plus que les joueurs. Il faut aussi que tout le monde veuille d'aller toucher l'excellence, d'aller toucher le national, d'aller compétitionner dans ces domaines-là. Et comme tu as dit, là, si tu n'as pas le caractère de vouloir gagner, un petit côté un petit peu mauvais perdant dans l'histoire, sans déborder de tout ça, effectivement, Ouais. là, tu viens flat un petit peu là, comme équipe. Là. Exact. Puis tu nous as parlé un petit peu des nationaux, du trip que ça te donnait de vivre tout ça à toi, à tes joueuses, à ton équipe. Comme entraîneur, c'est quoi la vraie différence que tu te rends compte rendu au national? Les entraîneurs sont préparés. C'est fou. Les équipes sont préparées. Ils te connaissent par cœur. Il y a tellement d'échantillonnage. Il y a une trentaine de matchs que tu as pu regarder. Tu sais exactement à qui tu as affaire. C'est sûr que les deuxièmes matchs, là, faut que tu te revives plus vite. Mais le premier match, il est très, très difficile. Ça a été tout le temps des super belles batailles. Guerre de style, des choses, tu sais. Bon, OK, ils nous jouent comme ça, eux autres, ils jugent que ça peut nous faire mal, ben on va essayer de faire telle affaire. Donc, c'est un peu ça la grosse différence. C'est dans la saison, puis je reviens à un point, ça me fait penser, la RSEQ qui est souvent vue de haut, autant par les athlètes que par les coachs des autres conférences, le, quand tu joues une équipe une fois, là, tu te prépares, mais tu les connais pas par cœur. Nous, on les joue 4 fois, on les connaît par cœur. Ça force les joueurs à travailler leurs faiblesses. Et les entraîneurs, évidemment, à travailler les faiblesses de leurs athlètes. Parce que si tu le fais pas, tu vas être exposé constamment. Une fille qui lance pas, ils vont passer en dessous des écrans, ils vont garoper ces filles-là. Il faut que ces filles-là travaillent leur lancer. Une fille qui dribble juste d'une main va se faire envoyer de l'autre. Tu sais, beaucoup plus que dans les autres conférences. Quand on arrive hors conférence, hop, il laisse ma joueuse, OK, elle laisse faire ça. Parfait, bien content. Mais quand tu arrives dans notre conférence, c'est pas le cas. Puis au national, évidemment, les équipes se préparent encore davantage. Nous, on a la chance de le faire dans l'année de travailler. C'est un aspect, c'est quelqu'un qui veut jouer au niveau suivant, professionnel, peu importe. Je pense que des fois, c'est une bonne école parce que tu es obligé de travailler tes faiblesses. Tu vas devenir un meilleur joueur dans la RSEQ parce que tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas te faire exposer. Tu vas le voir toi-même que, Colin, OK, je suis pas capable de faire ça. Les autres le savent, les coachs ils savent, force à faire d'autres choses. Que c'est formateur aussi. Puis, je suppose que puisque tu dois t'adapter tout le temps, quand tu arrives au national, ça doit être plus vite aussi à tes joueurs à s'adapter, surtout à ton deuxième match où est-ce que tu le dis, tu as très très peu de temps un entre l'autre. Je suppose que ça va beaucoup plus vite avec ce genre d'équipe-là qui ont passé l'année à s'adapter par rapport à une équipe qui se sont adaptées 2 fois pour jouer leur match contre la même équipe. Exact. Ça peut avoir un avantage. C'est certain que, tu sais, en anglais, you can't teach height. Là, tu peux pas enseigner de la grandeur. Tu peux pas, tu sais, fait que oui, il y a certaines équipes qui pratiquent comme des hommes pour essayer de varier leurs choses, mais d'amener cet aspect-là. Mais c'est sûr que tu peux pas, tu sais, il y a des styles que tu peux pas, c'est dur dans la RSEQ, t'as pas tous les styles non plus. Mais nous autres, on était une équipe vite. Fait que souvent, on arrive au national, les équipes, je me rappelle Saskatchewan, pas en mars dernier, l'année d'avant. On avait commencé le match, un genre de 16-2. Dans leur tête, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on était très vite, on lançait, tout ça. Là, à un moment donné, ils ont arrêté de donner de l'aide. Ils s'ajustent un petit peu. Mais tant que tu l'as pas vécu, c'est dur de travailler contre ça. L'année dernière, il aurait été probablement plus prête, là, c'est normal.
mais c'est ça, des aspects que le national, tu sais, pour un coach, c'est le fun parce que tu te mesures à d'autres gens, à d'autres personnes, ça c'est certain, puis pour les athlètes aussi. Mais c'est un défi tout le temps d'essayer de. Tu sais, j'ai coaché contre des Colin Lisa qui est la coach de l'équipe de l'Allemagne, qui était la coach de l'équipe du Canada. C'est le fun en maudit. Là, tu le sais qu'ils vont être prêts, tu le sais qu'ils vont faire les bonnes choses. Fait que, tu sais, la première année, je me rappelle en 2017, on les jouait, puis sans être impressionné parce que, tu sais, on est là, puis on se prépare, puis tout ça, mais tu te dis, ouais, c'est le fun. Tu sais, c'est plus ma petite ligue du jeudi à la Naudière qui était bien correcte, là, mais fait que c'est quand même plaisant de se mesurer à des entraîneurs comme ça. Puis là, quand tu arrives aux nationaux, puis tu dois te préparer, exemple, pour ton premier match, tes dernières pratiques avant tes nationaux, ça ressemble à quoi? Ouais, beaucoup de scouting. Beaucoup de scouting. C'est toujours l'équilibre entre tu veux avoir quand même une bonne intensité, mais tu veux surtout pas que personne se fasse mal. Tu veux pas une blessure plate là, qui peut mettre en péril ton championnat. Mais c'est la portion que moi j'adore. Les athlètes aussi, je pense qu'ils aiment ça, tu sais, tu sais ton premier match-up, puis là, t'arrives, bon, c'est cette équipe-là, tu fais beaucoup de vidéos, tu te prépares de la bonne façon, bon, on va faire telle chose, eux autres risquent de nous faire telle chose, exploiter leurs faiblesses, parce que tu sais, chaque équipe en a des faiblesses. Essayer de pas trop te faire mal avec leur force. Donc, tu tombes un peu quasiment en jeu d'échecs à essayer de deviner qu'est-ce que l'autre équipe va faire. Fait que tu dis, bon, probablement que leur plan de match, ça va être ça. Nous, on va s'adapter comme ça. Est-ce que tu fais beaucoup de collectifs? Tu fais-tu de l'individuel? Puis surtout, tes pratiques, est-ce que tu gardes-tu le même nombre de pratiques par semaine? T'augmentes-tu? Est-ce que tu diminues peut-être ton temps de pratique? Là, il y a beaucoup de questions, mais commençons par Ouais. étape par Non, étape, puis on continue. c'est certain que vers le mois de février, souvent, on diminue un petit peu les durées, puis on augmente en intensité. Puis avant le championnat national, tout dépendant du contexte, parce qu'il y a des fois, tu ne sais pas si tu y vas, comme équipe invitée, justement, t'attends. Mais ça, c'est plus dur parce que les filles sont pas certaines, il faut que tu les gardes motivées. Mais quand tu gagnes le championnat provincial, tu sais que tu y vas, tu sais pas trop encore contre qui. Mais là, tu regardes, tu sais, c'est ça. Les entraîneurs, un peu plus que les athlètes, on regarde les championnats provinciaux respectifs. Parce que, tu sais, comme cette année, il y avait encore des matchs le samedi puis le dimanche. Nous, c'était terminé. Fait que là, tu vas voir les finales. Tu sais pas qui tu joues encore, mais tu vas voir tous les matchs. Tu essaies de prendre le plus de temps possible pour le faire. Puis, il y a de plus en plus d'adjoints temps plein au Canada, au Québec, malheureusement. Il y en a quand même une ou deux places. C'est sûr que c'est beaucoup de travail pour les head coachs en ce temps-là parce qu'il faut que tu regardes plein de matchs. Quand tu as des adjoints, il y a ces personnes-là peuvent regarder deux, trois matchs. Tu regardes deux, trois autres matchs. Tu essaies de travailler en fonction de ça. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question. Beaucoup plus de collectifs. C'est pour finir les derniers petits détails. Des fois, tu sais que tu n'es pas parfait, mais bon, tu veux travailler d'autres aspects de ton match. Là, OK, là, ça va nous faire trop mal si on va le travailler un petit peu plus pour s'assurer de se rapprocher de la perfection un peu plus avant d'arriver là-bas. Puis avec la game, où est-ce qu'on se le cachera pas, le shooting est de plus en plus au cœur de la game. Je pense encore plus chez vous, où est-ce que vous voulez énormément tirer de 3 points notamment. Est-ce que plus que tu te rapproches du national, plus que tu vas shooter des grandes quantités, ou ça c'est un petit peu libre aux joueurs? Comment tu gères ça? Non, ben, on est une équipe qui lance quand même pas mal dans les entraînements. Au niveau universitaire, il y a beaucoup d'extras aussi, de gym, d'extras. Les filles doivent aller prendre, exemple, deux fois semaine, un nombre X de lancers. On veut qu'ils se gardent sharp. C'est sûr que j'ai connu un paquet de philosophies. Il y a des équipes qui avaient les green lights, la lumière verte, jaune, rouge. Tu sais, rouge, tu pouvais pas lancer. Jaune, ça dépendait du shot clock. Vert, tu peux lancer quand tu veux. Moi, je suis pas ce style-là. Je veux pas limiter trop les filles, mais c'est sûr que les filles, à un moment donné, ça prend des pourcentages. On est conscient, on le voit en entraînement. On ne charte pas toutes les lancers qui se prennent. Il y a des équipes qui le font.
Mais si tu charges tout, bon, tu lances 37% du 3 points dans l'année, ben go, là, vas-y, là, laisse-toi aller. Mais si t'es 22%, tu t'en laisses partir tout le temps, je suis pas sûr qu'on va être bon comme équipe, ça va nous aider. On essaie il y a des filles qui savent on veut qu'ils lancent un petit peu plus que d'autres. Et moi, jusqu'en février, je suis un gars qui lance, faut que tu améliores ça, puis en février, on verra ta prise de décision. On parle tout le temps de pourcentage quand on fait du vidéo, tout ça, mais il faut que les filles aient en prendre. Il faut qu'ils fassent de l'extra, puis avant le national, c'est ça. C'est juste d'être loose, d'être mentalement sharp. La confiance, ça vient de la préparation. Je dis souvent le même exemple aux filles parce que c'est des étudiantes avant tout. Là. À l'école, là, si t'arrives et tu t'étudies fort un examen, puis t'es préparé, t'as confiance. Tu le sais que ça va bien aller. Au basket, c'est la même chose. Si tu te prépares de la bonne façon, si tu te prépares correctement, il va arriver des bonnes choses. Puis ça veut pas dire que tu vas gagner le match, parce que les autres équipes aussi se préparent puis ils font ce qu'ils ont à faire. Mais tu n'auras pas de regrets, tu vas te dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis je vais avoir du succès. Puis l'examen, des fois, Colin, j'avais bien étudié, puis ça n'a pas été à mon. Mais tu as fait ce que tu avais à faire. La fois d'après, OK, tu vas peut-être changer un petit peu de la façon dont tu le fais, mais je pense que tout est dans la préparation. Puis quand on arrive au national, ben c'est ça. On veut que les filles soient relaxes à shooter des balles, qu'ils aient confiance, puis c'est le but. C'est sûr qu'après des défaites difficiles, comme l'année dernière, ça shake un peu le mental. Mais tu sais, on est arrivé, on a perdu en overtime contre Ottawa, puis ça aurait pu revirer notre tournoi de côté complètement. Je pense que c'est des choses qui arrivent aussi là, à chaque année. Tu me parlais un petit peu aussi il y a des squads là, excuse-moi, il y a des équipes là, qui se préparent de plus en plus avec qui jouent contre des équipes de gars en pratique. Vous, si je me trompe pas, c'est pas quelque chose que vous faites. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? C'est de quoi que tu penses, qui t'intéresse? Je trouve ça, je l'ai fait. On l'a fait un petit peu avec l'Université McGill dans le temps. Ça prend, avec des adjoints en plein, je te dirais que je le ferais peut-être. Parce qu'ils s'occuperaient de ce squad-là, de cette équipe de pratique-là. Ils feraient du vidéo avec eux autres. Ils feraient, tu sais, parce que quand des fois, ça prend beaucoup plus de temps. Puis là, il faut que tu trouves les bonnes personnes. Parce que, tu sais, les gars, des fois, on aime ça faire un show, hein. Fait que tu trouves des squads, puis là, tu vois que le gars, il a pas compris. Là. C'est pas par rapport à toi, là, c'est par rapport à notre équipe. Là, t'sais. Mais on avait trouvé un pas pire squad à McGill, quand même, des anciens joueurs universitaires. Donc, des gars qui comprenaient la game. Mais c'est dur de trouver du monde pas de niveau en termes de niveau QI basket. Il faut que ça soit des anciens joueurs universitaires ou des anciens joueurs collégiales avec des bonnes têtes. Parce que sinon, t'as pas ce que tu veux. T'as l'athlète en avant de toi, puis mais des fois, il contrôle pas nécessairement parfaitement ce que tu aimerais faire. Mais c'est sûr, moi j'y crois, mais à un moment donné, tu choisis tes batailles dans le temps qu'on a aussi, puis les effectifs là, qu'on a. Ok, je comprends. Tu as parlé un petit peu de tout l'aspect psychologique de ton année, mais ça fait quoi comme pression de se dire que tu dois être le numéro 1 à chaque fois? Est-ce que tu la ressens-tu, toi, comme entraîneur? C'est une pression que tu te mets toi-même? C'est une pression que tu ressens de l'extérieur? Non, c'est une bonne question parce que ça a évolué avec le temps. Les premières années, quand tu coaches, tu te mets de la pression beaucoup. Tu veux avoir du succès, puis tu veux que les filles aient du succès. Moi, je me rappelle mes premières années, c'est pour ça que je suis tombé en amour avec le coaching. On a gagné des matchs. On n'avait pas gagné le championnat, mais on avait gagné des matchs pour se rendre là. Contre toute attente, on avait une équipe pas mal plus faible. Puis on avait créé des surprises, puis tellement un feeling le fun, tu sais, c'est pas de gagner à la fin nécessairement, mais c'est d'arriver à être la meilleure version, de toi-même, tu sais, comme équipe. Puis si tu réussis à avoir ça, ben Colin, t'as réussi à la fin, tu sais, parce que c'est pas vrai que tout le monde peut gagner, puis c'est pas vrai que c'est des échecs à chaque année si tu gagnes pas. Il y a pas juste une équipe qui a eu du succès cette année là, dans le sport. Tu sais, Saskatchewan a eu beaucoup.
Ben, il y a eu plein d'autres équipes qui ont eu du succès. Tu sais, Bishop, c'est une belle histoire. Tu sais, il y a plein de, il y a plein d'équipes qui ont leur propre succès malgré tout. Puis c'est ça, quand on réussit à avoir la meilleure version de nous-mêmes, ben, c'est le fun. Puis pour venir à la question, là, la pression, on la ressent tout le temps parce on se l'impose à nous-mêmes. C'est un peu ça que je parlais du caractère. Des gens qui ont moins de caractère, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, on perd, c'est pas. Puis c'est vrai que c'est pas grave. Tu sais, c'est vrai, puis je le dis tout le temps, c'est vrai que c'est pas la fin du monde. Mais prépare-toi comme il faut, comme si c'était grand. Puis si ça marche pas, ben au moins tu vas en faire ce que tu as à faire, tu sais, mais je trouve que des fois, je trouve que des fois, on s'en met pas assez de pression, il faut s'en mettre correctement. Mais faut aussi comprendre que c'est un équilibre. C'est des étudiants athlètes, c'est pas des athlètes professionnels non plus. Il n'y a pas il y a pas d'argent en jeu, il y a pas de vie ou de mort en jeu, mais on veut gagner parce on a de la fierté, puis on veut montrer à tout le monde que, justement, la meilleure version de nous-mêmes, puis on pense que cette meilleure version-là est capable de battre les meilleures versions des autres équipes. Fait que oui, il y a de la pression. Il y a de la pression, puis cette année, on reçoit le national. Euh, on va la ressentir, la pression, c'est certain, mais je dérogerai pas du processus. Je le sais qu'on a beaucoup de travail à faire. On a plein de nouveaux joueurs, on a certaines qui ont quitté. On doit faire les choses correctement. Puis ça sert à rien de paniquer à chaque petit passage à vide qu'on va avoir. Il va en avoir. Puis c'est peut-être ça l'expérience. Quand on en a vécu un paquet de situations, autant d'un bord que de l'autre, on en a causé des surprises, on s'en est fait causer contre nous. C'est normal. Faut essayer de trouver le juste équilibre puis de travailler de la bonne façon. Comment justement tu gères le fait qu'une autre équipe cause une surprise sur toi, là, qui réussit à aller vous chercher, puis que ça vous crée bon, une déception de l'objectif? Comment tu gères ça toi comme individu, mais ensuite comment tu gères ça auprès de ton équipe, là? Les fois où mes équipes ont le mieux performé, c'est quand on a vécu un gros échec. L'année d'après, exemple, ou tu sais, parce que tant que tu te brûles pas, tu fais pas les choses correctement. Même si comme entraîneur, on dit non, ça va nous faire mal, ça. Les filles, il faut faire ça. Il faut boxer comme il faut. À chaque fois, il faut que ça en devienne une habitude de faire les bonnes choses. Pas juste, pas juste quand on va courir si on fait pas cette chose-là. C'est quand on va perdre une game que ça va faire mal, pas quand on va courir, là. Puis je pense que je pense que cette défaite-là, nos défaites, parce qu'il y en a eu, il y en a eu plus qu'une. Bishop nous a fait mal, oui, mais Alberta nous a assassinés, là, nous a tués, là, parce qu'ils nous ont leur grandeur, leur face. Puis même si c'est un match de cinquième place, comme coach, c'était pas un match de cinquième place. On veut gagner tous les matchs qu'on coach, là. On va avoir du succès. La motivation n'était pas là, certes, mais on s'est fait exposer des choses. Là, cet été, on adresse un paquet de choses qu'on aurait probablement moins adressé si on avait perdu, si on avait gagné contre Bishop, puis tu gagnes contre Alberta, ou tu t'y rencontres pas parce que tu passes par un autre chemin. Mais ça a été... téléphone, il sonne. Ouais, c'est ça. Ça a été un autre chemin. Puis là, on n'a pas le choix. Alors, on a subi 2 défaites que crève-cœur qu'on ne voulait pas avoir. Puis on adresse ces problèmes-là. Donc, en bout de ligne, l'objectif est toujours d'être la meilleure version de toi-même. Ben c'est ça. Là, on travaille vraiment dans cette direction-là parce que on s'est fait montrer des versions pas mal plus... c'était plus pénible, des côtés plus... nos faiblesses, on s'est fait exposer, puis là, on doit les adresser. C'est vraiment hâte, sérieux, juste de t'entendre parler de tout ça, puis de cette gestion-là, parce que bon, ben, souvent, là, notamment au secondaire, mais tu finis ta saison, puis bon, ben, tu revois peu tes jeunes, ou tu sais, ils passent à la prochaine étape, fait qu'aussi de pouvoir voir que il y a quand même une continuité à apprendre là-dessus, puis à revenir sur tout ça, c'est vraiment intéressant. Là. Je pense que tu l'as bien dit, il y a une équipe qui a le beau chemin parfait, qui finit sur la note parfaite un petit peu, mais le reste des équipes, ça veut pas dire que ta saison ou tes playoffs ont été un échec, là, parce que bon, ben, t'as pas gagné tout ton parcours. Là. Puis il
il y a même des situations où ce que tu remportes à la fin, puis ça n'a pas été un si beau processus. Puis ça m'est arrivé, ça aussi, tu sais, on gagne. Tu sais, comme coach, les gens pensent que ce qu'on veut, c'est gagner à tout prix. Oui, on veut gagner, mais on veut que le processus soit agréable, qu'il soit bien fait. On veut coacher, on est des pédagogues, entraîneurs, X, Y, psychologues, tout ça. Puis on veut que on veut que ça se fasse bien. Tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps des obstacles sur la route, mais tu sais, il y a des années, on a gagné, là, puis Colin de Ben, ça n'avait pas bien été, là, c'était pas nécessairement parfait, mais bon. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, mais c'est ça, on apprend de ça. Vraiment d'accord avec toi. On l'a vu un petit peu, là, je pense que le fait que t'en parles, ça rend ça encore plus tangible, mais une saison tout court, j'ai envie de dire c'est long. Une saison universitaire, c'est encore plus long parce que bon, ben, maintenant, l'été est de plus en plus obligatoire à mettre des heures beaucoup dedans. Fait que maintenant, comment tu réussis à garder tes joueurs engagés bon, ben, je sais pas quand tu recommences, mais on va dire de mai au mois de mars. Ouais, c'est ça. Dans le fond, nous, la formule qu'on a adaptée, j'avais entendu parler de Carton chez les hommes dans le temps que ça allait très, très, très bien. Il y a des points que qu'on peut pas nécessairement faire, mais il y a des points qu'on peut copier. Puis eux autres, ils faisaient quasiment du 11 mois par année. Je trouvais ça des fois exagéré, mais la formule qu'on a trouvée hybride, c'est moi, comme coach, c'est sûr qu'on se donne moins de break, mais de début mai à troisième de août, le gym est là du lundi au jeudi, on fait les entraînements, on s'entraîne tout ça. Les filles, je leur suggère fortement de prendre des vacances. OK? Donc, évidemment, après le championnat provincial, il y a la fin la session d'examen. Donc, c'est plus relax à ce moment-là. Ils ont comme un bon mois off. Puis quand ça recommence un mois et demi, puis quand ça recommence en mai, ben là, on s'entraîne. Mais tu sais, il y a des filles qui quittent 2 semaines au mois d'août, il y a des filles qui quittent au mois de mai, il y a des filles qui quittent au mois de juillet. Fait que si je donnais des vacances, mettons, exemple, en juillet, on s'entraîne pas, ben là, la fille qui part au mois d'août, elle s'entraînerait pas et juillet et août. Puis là, ça marcherait pas. Je trouve que là, on n'en ferait pas nécessairement assez. Donc, en faisant cette formule-là, chaque fille peut avoir ses petites vacances. Nous autres, on fait beaucoup plus d'individuels de toute façon. On fait quand même un peu de collectif. Mais ça permet à chaque fille de gérer son horaire puis de faire tes choses. Les coachs prennent un peu moins de vacances, mais bon, on l'apprend dans le jour. Les entraînements sont le soir. On est un petit peu plus tranquille dans le jour. Ok. Puis quand tu parles de vacances, c'est quoi? Ils ont-tu un nombre de temps à peu près? Tu leur suggères, tu avais l'air à parler de 2 semaines. C'est-tu 2 semaines qui est suggéré, libre à eux? Il n'y a pas de, tu sais, si vacances familiales, ils partent 3 semaines, c'est correct, là, tu sais, je vais pas, on va pas commencer à se battre pour ça, tu sais, je veux qu'ils sentent que leur été, ils en profitent aussi, tu sais, je pense que c'est important des fois de t'en ennuyer un petit peu, parce que ces filles-là, dans le fond, à l'année depuis, tu sais, puis encore plus de nos jours. Là. Avant, c'était pas le cas, mais là, à cette heure, c'est des filles, ça. Ouais, ils sont en 6e année, puis ils en font quasiment à l'année. Ça devient, des fois, c'est le fun d'arrêter d'en faire, puis de faire d'autres choses, puis de rester active, mais faire d'autres choses aussi. Il y a des filles qui partent 3 semaines, il y en a des filles qui partent une semaine, des filles qui partent un mois. C'est sûr que dépasser un mois, j'aime moins parce que je veux qu'ils gardent un certain rythme aussi. C'est quand même une belle formule. Les filles semblent apprécier. Puis nous autres, comme coach, on est capable de travailler des choses spécifiques aussi. Fait que Ok. Puis là, tu me parles un petit peu sur ton off-season, là, sur la saison, sur la pause d'été, comment tu gères ça, mais comment aussi tu gères par l'année, parce que je suppose que la motivation en septembre est peut-être pas la même qu'en janvier. Tu vis-tu des situations comme ça ou pas vraiment? euh, c'est sûr qu'il y a certaines passes mi-session, fin de session, tout ça. Les filles sont en examen, ils ont beaucoup. Tu sais, honnêtement, on travaille avec les physios, avec les filles aussi. Tu sais, regarde, des fois, tu parles à tes vétérans, puis c'est Colin, un petit break, là, peut-être ça ferait du bien, ou peu importe. Tu sais. Puis moi, je suis pas le. Tu
sais, je suis pas un donneur de break, là, mais si on me le demande, que ça a du sens, c'est sûr que je vais le faire. Souvent, on s'entraînait un matin semaine, là, certaines saisons, puis souvent, ce matin-là, elle se levait à 5h45, pratiquant à 6h30. Ben, celui-là, des fois, je le donnais un peu plus en congé. J'en profitais pour donner un petit congé bien placé ici et là. C'est sûr que quand je donne l'horaire aux filles en septembre pour l'automne, Colin, OK, tu regardes, il n'y a pas beaucoup de congés là-dedans, mais tu sais, après, j'en enlève ici et là, et non pas après essayer de leur en rajouter dernière minute, puis ils sont déjà bookés à quelque part. Là. Fait Pour que, les, mais les oui, plus jeunes, on gère le quotidien. Là-dessus, j'étais un peu plus old school, là, un petit peu plus au feeling. Je le vois, là, à un moment donné, tu le vois que ton équipe est fatiguée. Tu le vois. Tu sais, c'est sûr qu'il y a différents tests. Quand tu pousses ça, il y en a que, bon, ils sentent qu'ils font des tests physiques. Puis, OK, là, on est en train de diminuer de performance. Donc là, on est vraiment en surcharge. Tu sais, on est fatigué. Bon, parfait. À un moment donné, je le vois. Mais c'est sûr que le préparateur physique, les physios, tout ça, ils me parlent des choses aussi. Puis, OK, parfois, on va donner un break. On va essayer de faire ça intelligemment pour qu'on t'offre la saison. Mais tu sais, en décembre, on a tout le temps un 10-12 jours environ. Ben, un 7 à 10, peut-être pas 12, mais un 7 à 10. Au mois d'août, ils ont un 10-12 jours avant que la saison commence. Ils ont un mois et quart en mars-avril. Donc, tu sais, il y a quand même des congés dispersés ici et là qui peuvent recharger les batteries. là, pour les plus jeunes qui rêveraient ou qui veulent se rendre là, jouer universitaire, ça ressemble à quoi une semaine type pour une étudiante athlète? Ouais, dans le fond, nous, on s'entraîne 5 fois semaine, lundi au vendredi. C'est des entraînements de 2 heures. Il y a des sessions de préparation physique aussi. Tu sais, l'été, c'est 4 fois semaine, plus 4 préparations physiques. Mais c'est pas 4 fois semaine, 2 heures. On fait 4 fois 1 heure de basket. Puis les filles, en venant, mettons par position, les joueurs d'intérieur s'en vont faire la préparation physique pendant qu'on travaille avec les joueurs de périmètre. Puis la deuxième heure, les joueurs d'intérieur viennent dans le gym, puis les autres partent en préparation physique. Ils ont un cardio à faire dans la semaine par elle-même. Puis dans la saison, c'est 5 fois semaine, 2 heures. Deux fois préparation physique comme en maintien, si on veut. 2 à 3 fois, tout dépendant des périodes de l'année. On ouvre le gym. Le gym est ouvert le matin. À tous les matins, on a le gym de 10h30 à midi à Laval, puis ils peuvent aller lancer. Je suis pas nécessairement dans le gym souvent. L'idée, c'est que je veux pas qu'ils m'entendent la semaine longue. Mais tu sais, s'il y a des filles qui veulent faire l'individuel, des choses comme ça, je peux y aller. Je peux y aller pour travailler des choses spécifiques. Si moi je ressens le besoin de dire telle fille, bon, on va aller faire un petit peu. Mais tu sais, je veux qu'ils viennent juste. Ils sortent la machine, ils sont 2 par 2, puis ils lancent. Je veux pas que ça soit un moment déplaisant pour eux autres. Je veux qu'ils puissent le savourer aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y en a, pas encore individuel, là, planter mon pied de la bonne façon, puis ça, ils veulent juste shooter des balles. Fait que je pense que c'est correct aussi. Fait que c'est quand même des semaines chargées parce que c'est des étudiantes aussi. Donc, il faut avoir une très, très bonne discipline de vie, là. Il faut comprendre que si tu sors là, de 3 soirs semaine, peut-être il va te manquer de jus un peu peut-être à la fin de la semaine. Si tu pars partout puis tu fais pas ce que tu as à faire à l'école, ça se peut que tu aies des notes qui en conséquence aussi. Je pense c'est un sacrifice, je le dis souvent aux filles. Je respecte le fait que ces filles-là mettent un peu de côté leur vie sociale, même s'il y a moyen de le faire un peu, pour vivre de leurs rêves et de travailler en conséquence. Fait que c'est sûr que pour ça, j'aurai toujours un plus grand respect pour les athlètes de haut niveau parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ces sacrifices-là non plus. Puis, puis des fois, malheureusement, ça n'en vaut. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les plus belles expériences au monde non plus. Des fois, t'as pas tant de jeu. Des fois, t'as des blessures qui viennent à travers ça. Mais je pense qu'à la fin, en bout de parcours, t'es content de l'avoir fait puis d'avoir été au bout de tout ça. Là, souvent, il y a des filles qui quittent après 1 an, 2 ans, exemple, puis regarde Guillaume Moncard,
mon corps m'envoie des signes, je peux plus le faire, ben Colin, t'es allé au bout de ça, good job. C'est vrai que des fois, les commotions cérébrales, des choses comme ça, tu sais, Colin, à un moment donné, pense à ta vie aussi. Là. C'est le fun de basket, mais faut que tu sois capable de marcher et puis de fonctionner avec tes enfants quand tu vas avoir 40 ans aussi. Mais fait que je respecte beaucoup ça. Là. Puis c'est vraiment intéressant, là, j'ai comme plein d'idées de questions, fait que j'essaie de pas trop m'éparpiller pour continuer, mais tu nous as parlé un petit peu de préparation physique là, que tu faisais l'été. Bon, ben tes joueurs de périmètre avec tes joueurs de périmètre, puis tes bigs avec tes bigs. Est-ce que c'est toi qui gères tous ces workouts-là? Comment tu fais? Est-ce que c'est tes assistants, quelqu'un qui a joué plus big, qui va gérer ces workouts, ces entraînements? Comment tu viens à gérer ça? Tu parles workout en gymnase ou en gym préparation physique? Non, non, en gymnase. OK. Non, ça, avec les adjoints, on regarde les besoins. Telle fille, c'est ça qu'elle a besoin vraiment. Il faut qu'on travaille plus sur telle fille, c'est pas plus ça. On est tout le temps deux, trois entraîneurs, puis on se dispatche la job. Fait que tu sais, on est vraiment un coach pour deux, trois athlètes ou peu importe. C'est quand même plus agréable aussi de travailler qu'avec des gros groupes tout le temps. On travaille vraiment des choses spécifiques. Autant avec les vidéos, dans l'année, on est en mesure de cibler des choses puis de leur montrer, ben regarde, on va le travailler de cette façon-là, de cette façon-là. Fait qu'on se parle au début. Je te dirais que ça se fait très rapidement. Tu coaches aussi. Là. À la fin de l'année, tu es déjà en mode qu'est-ce qu'on va faire cet été, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Ça, on n'a pas grand break là, mental. Surtout quand ça n'a pas fonctionné, tu te dis ok, là, faut qu'on change les choses. Mais c'est ça, on regarde rapidement telle fille, on a vraiment besoin qu'elle elle soit capable de scorer les deux, mais on a vraiment besoin qu'elle la lance un petit peu plus. On a vraiment besoin, parce qu'on s'est fait montrer ça par les autres équipes aussi. C'est un peu ça qu'on fait. Puis le préparateur physique, évidemment, on discute. Moi, je suis pas un expert là-dedans, donc je discute beaucoup avec lui. Puis telle fille a besoin, son footing latéral, peu importe. On a besoin de travailler telle chose plus spécifique. Fait que il est en mesure de leur donner des pistés là-dedans. Là. OK. Puis, on se le cachera pas, tu as une équipe qui shoot beaucoup, beaucoup à 3 points avec quand même des bons pourcentages. Maintenant, oui, vous faites on va dire une quantité industrielle, mais est-ce que tu teaches beaucoup de techniques dans tout ça? Comment tu gères ça quand tu arrives à une joueuse qui tire un petit peu moins la balle? Bon, est-ce que tu passes beaucoup de temps avec elle? Est-ce qu'on corrige tout, on repart à zéro? Je pense que les filles qui tirent déjà bien la balle, c'est un petit peu plus simple, mais je te laisse parler un petit peu de ton secret pour bien shooter. Ben, c'est sûr qu'il y a il y a certaines filles qu'on essaie de. C'est long, 5 ans, tu sais, on est en mesure, tu sais, ça demeure que c'est le niveau que tu joues le plus longtemps, tu sais, puis souvent on met de côté l'aspect développement, ben on met de côté. On pense que t'es déjà rendu universitaire, tu sais, tu peux plus te développer. Au contraire, c'est 5 ans, c'est long. Tu sais, entre secondaire 1 et secondaire 5, t'en as travaillé des choses. Là. Ben là, c'est dans le même niveau au niveau universitaire. Tu sais, t'as pas changé de catégorie, tu es dans le même niveau, donc tu deviens vraiment meilleur normalement si tu fais ce que tu as à faire entre ton année 1 et ton année 5. Donc, les filles qui lancent moins bien, si c'est vraiment des affaires majeures, techniques, tout ça. Il y en a que c'est juste de la rep, ils ont juste besoin de faire plus de rep, ils en font pas assez, ils en faisaient pas assez. Ou, tu sais, puis là, je mets pas, tu sais, je comprends très bien, j'ai coaché à ce niveau-là aussi, là, tu sais. Des fois, collégial, tu laisses des joueurs lancer un peu plus, puis tu sais, mais là, tu vois les pourcentages, 22%, Colin, ça marche pas. Là. Faut faire que t'aies des meilleurs pourcentages que ça. Là. À notre niveau, on te laissera pas lancer autant que ça. Mais il y a des filles qui, d'un année à l'autre, qui ont eu des gros pourcentages. Tu sais, le gros point pour répondre à ta question, là, oui, techniquement, on en fait un petit peu, certaines filles, mais j'ai l'anglicisme, la sélection de lancer qui est primordial. Parce que la majorité des filles, quand ils lancent comme ça, pas de monde, tu sais, dans le gym, tout seul, ils la mettent dedans. C'est la sélection des lancers qui prennent, ils l'ont forcé. C'était pas ça, fallait-tu faire. Là-dessus, fallait-tu mettre la balle au sol parce que ton défenseur, il fermait fort sur toi. Ça aussi, ça a un aspect beaucoup pour le shooting. Il y a des filles qui lancent
pas bien, pas parce qu'ils sont pas capables de mettre la balle dans le trou, c'est parce qu'ils prennent des mauvais choix, des mauvaises décisions. Parce que ça aussi, ça vient dans tout l'aspect shooting, la sélection de lancer, puis là, la confiance, la technique, tout ça, tu sais, c'est très complexe, là, un shooter, là, on regarde les meilleurs, là, sont coqués, ils ont de la confiance, ils veulent ils veulent le prochain lancer, tu sais. Puis j'ai coaché des lanceurs exceptionnels qui voulaient pas tant la prendre, tu sais. Fait que Caroline Debin, c'est un package, tu sais. C'est un package qu'il faut avoir, puis c'est important que le niveau de confiance soit là, puis la confiance de l'entraîneur, la confiance de tes teammates aussi, de tes coéquipières pour pouvoir exceller aussi, là. Puis je pense que nous, on a 3 ou 4 filles dans l'équipe que les filles sont contentes quand ils lancent. Ils veulent qu'ils lancent. Puis on veut leur ouvrir des lancers. Puis c'est ça. Il y en a des fois qui lancent pas assez. Ils vont sortir correct. Mais tu sais, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est pas juste technique, mais c'est beaucoup mental. C'est beaucoup répétition aussi. OK. Puis on le voit un petit peu, là, qu'il y a comme une mode qui s'installe d'enlever, de moins coacher de technique sur le shooting, parce qu'on sort de des années très, très, très rigides en technique de shooter avec le coude droit à 90 et tout. Puis là, on voit qu'il y a de plus en plus une tendance à y aller avec le confort un petit peu plus du joueur. T'en penses quoi par rapport à tout ça? T'en es où? Non, je suis bien d'accord. C'est sûr qu'il y a une certaine base. Tu sais, il faut, tu sais, l'alignement des segments puis tout ça. C'est vrai qu'avant, c'était comme on en démord. Fallait pas en démordre, là, c'est ça, c'est comme ça. Mais tu sais, physiologiquement, on n'est pas tout fait pareil. Je pense que l'important, puis tu sais, Mike McKidd, Basket Canada, j'avais bien aimé, tu sais, il teachait beaucoup plus, il enseignait beaucoup plus le rythme. Faut peut-être du rythme. Tu sais, souvent, t'es super square, tout est beau, puis ton rythme n'est pas bon, t'as pas de flow dans ton lancer. Beaucoup d'anglicisme, désolé. Non, non, il n'y a pas de Mais, le, stress là. On est là mais pour parler basket. Là. Fait que si c'est de l'anglicisme, c'est de l'anglicisme. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il enseignait beaucoup le rythme aussi. Tu sais. Fait que même si le coude il sort un petit peu plus de ce côté-là, ou tu sais, si tu prends de la rip, tu sais, un des meilleurs lanceurs de l'histoire, Larry Bird, il lançait tout croche, là, tu sais, mais c'est ça. Il lançait de la bonne façon, selon moi, c'était pas mauvais. Même Nicolas Jokic, là, tu sais, ça dépend de comment tu es confortable. Puis, mais pour les jeunes, j'encouragerais quand même à partir de la bonne façon. Pas les laisser pousser ça à 2 mains. Puis évidemment, la force physique a rapport là-dedans. Si tu es en 5e année puis que je veux que tu lances parfaitement à 18 pieds du panier, ça va peut-être être plus compliqué. Tu n'as pas assez de force physique pour le faire. Mais je pense que c'est des habitués de la bonne façon, là, relativement. Voir, il y en a, mais il me dit, ah, mon poignet, il tourne pas. Il est pas capable de le mettre en ligne, il faut pas s'assiner avec ça. Il faut que le fouetté soit dans la bonne direction, la trajectoire de la balle et tout ça, je pense que il y a tellement d'aspects à enseigner que, à un moment donné, c'est ça, on vient qu'à se mélanger dans tout ça. Les jeunes se mélangent dans tout ça. Focuser sur 2, 3 aspects, puis on va être bon dans ces aspects-là. Puis là, quand il maîtrise, peut-être rajouter un autre petit aspect, un autre petit aspect. Plus c'est travailler jeune, plus ça va être profitable, ça c'est certain. Au niveau universitaire, c'est pour ça que très rare que je vais changer des choses énormément d'un lancer. Parce que par expérience, les athlètes, souvent je l'enseignais comme ça, une courbe d'apprentissage. Si tu changes quelque chose que tu fais bien, tu changes ça tout de suite, ton résultat va dropper, là. Même si c'est quelque chose. Tu sais, Tiger Woods, j'ai tout le temps l'exemple de Tiger Woods au golf. Le gars, il dominait, là. C'était outrageusement le meilleur joueur de la planète. Puis il changeait des choses techniques sur son élan quand même. Parce que lui, il pensait qu'il allait pouvoir aller chercher un petit mini pourcentage de plus. Puis quand il changeait ça, lui-même me disait, ah, tu sais, là, je suis en train de changer des affaires, des fois, ça me nuit un peu. La courbe d'apprentissage, quand tu changes quelque chose, va diminuer pour remonter plus haut
que le point initial éventuellement. Des fois, ça prend du temps, puis j'ai pas beaucoup de gens qui sont patients, qui sont assez patients pour faire ces choses-là. Des fois, ça rentre moins. Ben oui, c'est sûr, on vient de changer quelque chose. Fait que c'est juste normal aussi. Fait que Ok. c'est ça. Vraiment intéressant. Euh, on avait déjà discuté un petit peu ensemble, là, v'là quelques temps, de lacunes que tes nouvelles joueuses avaient souvent. Puis tu m'avais parlé d'un des plus gros problèmes qu'il y avait quand ils rentraient, c'est que quand ils attrapaient pas la balle, ils pivotaient pas souvent vers le panier. Est-ce que c'est encore de quoi que tu vois? C'est quoi les principaux caractéristiques que tu vois que les joueurs arrivent tout le temps, ils sortent du cégep, puis tu dis tout le temps, bon, ben, ce principe-là, c'est rarement bien acquis. Le gros aspect, c'est la prise de décision. Il y a beaucoup de revirements. Beaucoup de revirements. Tu regardes les box scores, les statistiques des matchs, là, autant au secondaire qu'au collégial. Puis même, des fois, malheureusement, au niveau universitaire, des affaires de 35 turnovers contre 31. Moi, je fais des boutons. Je suis pas capable. Tu donnes 35 balles à l'adversaire. Ça peut pas arriver. Des fois, c'est juste de comprendre que plus le niveau est élevé, plus tu vas payer chaque possession. Les meilleures équipes au pays, là, je parle du Canada, aux États-Unis, ça doit se ressembler là, au niveau féminin, sont à 42-43% du field. Chaque fois que tu leur donnes un ballon, si tu leur donnes 10 ballons, ils vont en mettre 4 dedans, point quelques. Là. Ça coûte cher, donc il faut prendre soin de la balle. Et ça vient exactement à ce que tu as dit. Si tu pivotes pas, puis tu prends pas ton information, tu vas faire des erreurs. Faut que tu pivotes, faut que tu regardes, faut que tu scannes ton terrain, faut que tu regardes les défenseurs sont où. Pas juste le premier défenseur, mais la rotation derrière. Je pense que mais c'est de la répétition. Puis tu sais, je sais que le coaching est bon au niveau collégial et c'est que les jeunes sont jeunes, hein, sont quand même. Ils proviennent pas tous des mêmes milieux, pas toutes les mêmes philosophies. C'est très normal aussi. Fait que le temps de mettre ça en place, c'est pas toujours facile non plus. Pour ça que nous, on a le luxe d'avoir 5 ans là, normalement pour travailler ces choses-là. Fait que souvent, je me rappelle les jeunes mes vieilles que j'ai maintenant me disaient, on dirait que tu y crois pas qu'on peut gagner tout de suite. C'est pas que j'y crois pas, c'est que tu vas être bien meilleur à ta 5e année qu'à ta première. Okay? Ben, c'est ça. Les autres aussi là, sont rendus, eux autres, sont là, là. Ils sont dans leur 4e année, là, 5e. Nous, on est à leur première, 2e. Que là, c'est ça. Les 2 dernières années, année 3, 4, 5, là on n'a pas vécu l'année 5 là, de leur cycle. Mais l'année 3, on a vraiment vu un beau step. On est allé gagner une médaille au national. Un beau step. L'année passée, bon, il est arrivé plein de choses hors de notre contrôle. Ça paraît, là. Je vois des filles qui sont beaucoup plus qui jouent de la bonne façon, vraiment plus. Ils font les lectures, ils se trompent rarement. Donc, c'est le fun de voir ça. C'est le fruit de beaucoup d'années de travail, là. 100% d'accord. On va tomber un petit peu dans notre segment un petit peu plus X&O, là, où est-ce qu'on va parler un petit peu plus de stratégie. Bon, ben, je pense que c'est pas non plus à cacher que tu as une équipe très, très, ou que tu l'étais en tout cas une équipe très, très offensive. Je pense qu'année prochaine, on va reparler davantage de défense, mais ça serait quoi un petit peu, des piliers offensifs que tu passes beaucoup de temps dessus? Je pense que tu as parlé assurément de décision, de prise de décision, puis de bonne lecture dans tout ça. C'est certain que j'ai eu la chance de coacher des très, très bons joueurs en 1 et 2, des très, très bons joueurs de périmètre depuis que j'étais à Laval, parmi les meilleurs au pays souvent. J'ai en tête Sarah-Jeanne Marois, Claude Raymond qui ont été des tops pour nous dans les années 16-17, 2016, 17-18. Puis là, il y a eu une petite transition, puis ces filles-là ont fait la job aussi. Puis là, Sabrine, Léa Sophie, tout ça, on a beaucoup de joueurs de périmètre aussi. Quand t'es joueurs qui ont la balle dans les mains, donc tes point guard ont la balle dans les mains, puis qui prennent des bonnes décisions, ça facilite beaucoup la chose. Je veux les laisser libres un petit peu de créer puis tout ça. C'est sûr qu'il y a une structure à suivre, mais ils font les bonnes choses et leur ratio, c'est ça qui est le fun quand tu regardes le ratio assist turnover d'année en année, il s'améliore. Donc ils deviennent des meilleurs joueurs, ils prennent des meilleures décisions, ils scannent le terrain davantage, ils savent un peu plus qu'est-ce qu'on veut en attaque, qu'est-ce qui va nous donner du succès aussi. On a des bons shooters autour de ces filles-là.
Puis parfois, il était libre puis on leur donnait pas le ballon, ben là, ça n'aide pas à gagner des matchs, là, tu sais. Mais là, quand ils sont libres, ils ont le ballon. Quand ils sont pas au panier, tu sais, c'est des choses qui, offensivement, c'est vraiment beaucoup la prise de décision. Parce que les outils, on les a. On a les outils, il faut qu'on les utilise maintenant. Il faut qu'on les utilise correctement. T'as bien beau avoir les meilleurs shooters au monde. Si tu leur poses pas le ballon quand ils sont libres, t'auras pas grand succès. Même affaire, si t'as bien beau avoir de la vitesse, si tu t'en sers pas, ça donnera rien. Les équipes essayent de nous ralentir, les équipes un peu plus lentes, un peu plus grandes, tout ça. Ils servent de ce qu'ils ont. C'est normal. J'ai coaché à Montmorency dans le temps des filles, des équipes immenses. Je pense que j'étais le plus petit de l'équipe, là, des fois, ça n'avait pas de sens. mais, mais on courait pas partout, là. Là, j'essayais de rendre ça plus demi-terrain. J'essayais d'imposer notre grandeur. Là, on est une équipe plus petite, fait que là, j'essaie d'imposer notre vitesse un petit peu plus. Puis des fois, on le comprend pas tout le temps. Je comprends que ça prend une bonne forme physique pour le faire. Je comprends tout ça. Mais tu sais, des fois, on joue une game de demi-terrain contre les autres équipes, puis on pense qu'on va avoir du succès. Ben oui, mais ils ont 3 pouces de plus que nous à chaque position. Puis ça se peut que ça soit plus compliqué, là. Tu sais, fait que c'est toutes des choses qu'on essaie de transmettre. Aux athlètes. Puis je pense qu'on comprend de plus en plus notre identité. Puis je pense que là, c'est ça. J'aime pas ça dire ça, mais c'est do or die dans le sens pour les 4-5 filles qui de quatrième année, de cinquième année cette année. Il va y avoir d'autres filles qui vont avoir d'autres opportunités. Mais tu sais, pour ces filles-là, ben, Colin, c'est là ou jamais, tu sais. Fait qu'il faut le mettre en application. Puis ça se peut qu'on fasse toutes les choses de la bonne façon puis que ça fonctionne pas parce que l'autre équipe l'a fait de la bonne façon aussi puis t'as un break de moins. Tu sais, cette année, c'est ça j'ai dit tantôt, on a perdu en overtime contre Ottawa puis on a manqué 2 layups, tu sais, puis ça, ils font pas exprès, là, tu sais. On s'est fait garocher une balle dans le dos sur un inbound. Ça arrive jamais. La fille a pris le ballon, elle l'a remis dedans, tu sais. Parce que moi, on demande à nos filles de jamais être de dos au porteur de balle. Mais tu sais, c'est ça. Un petit détail, puis bang, ça arrivait d'abord. Fait que tu sais, faut vraiment être arrivé au bon moment, faire les bonnes choses au bon moment. Puis ça, on est capable de le faire. Super. Puis, bon, depuis le début, on t'entend énormément parler de prise de décision puis de lecture offensive. Maintenant, comment t'enseignes tout ça, surtout à une fille qui arrive sur sa première année, mais comment t'enseignes tout ça à tes joueuses, individuellement, mais collectivement dans tout ça? Ouais, beaucoup de... J'ai pas le mot décortiquer, beaucoup de breakdown offensifs. Des situations à 2 contre 2, à 3 contre 3. Beaucoup, j'en fais énormément de ça. On en fait du 5 contre 5, mais pas tant que ça. Parce que le basket, il y a un strong side, un autre côté. Il y a un côté à 3, il y a un côté à 2. C'est rare que tu as des... C'est toutes des situations de 3 contre 3 puis de 2 contre 2 isolées. Évidemment, il y a des défenseurs qui arrivent dans les rotations. Il faut que les filles le voient aussi. Mais je pense que c'est vraiment la façon que je le fais pour les lectures offensives. Même chose pour le porteur de balle, parce que souvent, on met l'emphase. J'ai beaucoup de filles dans mon équipe qui font les bons reads, les bonnes lectures quand le joueur passe en dessous, il rejette l'écran ou peu importe. Quand le joueur chase, ben là, il curl vers le panier, tout ça, puis l'autre, elle pop. Ça, ils le font bien. Mais il faut que le porteur de balle fasse cette lecture-là aussi. Parce que souvent, les filles, ils créent une séparation avec leur lecture, mais le timing avec le passeur de balle, le porteur de balle est pas là. Donc, ça aussi, dans les exercices, on essaie de mettre des joueurs qui passent le ballon au lieu des coachs, le plus possible, quand on peut se le permettre. Parce que c'est souvent les passeurs qui font que les lectures, la passe vient un petit peu trop tard. Tu sais, la fille, elle vient de se créer une petite séparation. Il fallait que la passe, on la fasse là, puis là, on la fait une petite demi-seconde plus tard, puis là, elle n'a plus la séparation. Puis là, il faut recommencer à se créer un avantage. Parce que plus tu montes de niveau, plus c'est dur de battre un joueur en contre un, plus puis je dis ça, puis dans l'NBA, il y en a plein. Là, quand t'en as des joueurs exceptionnels comme ça qui sont capables à un contre un de constamment battre leur joueur,
ben là, ça l'aide un peu offensivement à créer des avantages pour tout le monde. Mais sinon, il faut en créer par des écrans ou peu importe, des gestes tactiques. Là. Puis, tu viens d'en parler un petit peu là, de créer du spacing. Y a-tu une action que tu préfères pour créer un spacing un peu, une des actions que tu aimes beaucoup, que tu fais régulièrement, ou tu essaies justement, puisque beaucoup de scouting, de t'adapter puis d'avoir le moins de patterns possible? C'est sûr qu'il y a des mouvements de flash, pistol, zoom. Il y a des affaires, des actions de base qu'on roule dans nos choses. Mais ça, c'est souvent les filles qui peuvent... Tu sais, encore une fois, la balle arrive dans tes mains, tu regardes, tu as scanné ton terrain, tu sais que ton garde est d'un côté, tu sais que ton ailière est de l'autre, ou une fille qui est moins ball handler d'un bord, ben tu t'en vas pas faire ton zoom de ce bord-là. Faut que les filles, leurs décisions viennent rapidement, sont où nos forces sur le terrain, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les forces et les faiblesses aussi. Là, souvent, je dis aux filles, faut que tu saches c'est qui ton match-up, parce que puis c'est qui le match-up de tes coéquipières. Faut que tu saches ça aussi, parce que ça va t'aider à prendre des décisions aussi sur le terrain. Puis si mon match-up, c'est un Logan Dort en défense, peut-être pas une bonne idée d'essayer de le battre en contre un. Peut-être on va essayer d'aller exploiter quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça, c'est des choses qui s'enseignent tranquillement. Puis c'est rien de spécifique, mais dans nos interventions, les entraînements au quotidien, on en parle de ça, puis tranquillement, les filles, OK, ça c'est vrai que c'est ça, on va aller plus de ce côté-là, on va aller plus de ce côté-là. Mais c'est ça, on décortique énormément les actions. Puis les filles aiment ça, puis ça les garde en action. Ça m'amène à un point, à un jeune âge, pour avoir coaché, que ce soit du cadet féminin, il n'y a pas longtemps, avec ma fille, du mini, avec mon gars, il n'y a pas si longtemps non plus. Les jeunes, ils veulent jouer. Ah, quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue? 2 contre 2, c'est joué. 3 contre 3, c'est joué. Puis tu peux splitter ton gym pendant ce temps-là. Puis là, il y a 2 matchs de 2 contre 2 ou de 3 contre 3 qui se jouent. Là, t'as plus de répétitions. C'est sûr, si t'es tout seul comme coach, tu peux te mettre au centre, être capable d'intervenir d'un bord puis de l'autre, si t'as pas des adjoints partout non plus. Je pense que c'est important de garder l'engagement moteur. À 5, là, il y a juste un ballon, c'est pas tout le monde qui devient meilleur, là, certainement. C'est sûr qu'il faut en faire, mais je pense que le 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, à la limite, c'est juste limiter un petit peu les actions, puis enseigner les différentes choses, puis ça t'amène à ton 5 contre 5. Que tu joues, les équipes, ils en jouent des games, là, en masse. T'as tout ce temps-là pour faire ton 5 contre 5, même si on en fait un peu en entraînement aussi. Super. T'as-tu un drill signature, un drill que tu runs souvent dans tes pratiques? Oui, je l'appelle Yougoslavie, c'est un exercice probablement que ça vient de là. 3 joueurs baseline, 3 joueurs en face de ces filles-là. La balle, elle circule vers le milieu, vers l'aile, puis là, c'est un exercice de 3 contre 3 dans le fond. Là. Les filles d'en bas finissent par retomber en haut avec le mouvement de la balle, puis tu peux travailler des écrans sur la balle, tu peux travailler des écrans off the ball, tu peux travailler juste pousser, tirer, des principes offensifs là, de spacing. Tu peux travailler ta défensive, tu peux travailler un paquet de choses avec ça. C'est un exercice que j'utilise quand même pas mal parce que tu peux l'utiliser à toutes les sauces. Il y a vraiment quelqu'un à 3 points au top, quelqu'un au wing de chaque côté. Donc, il y a 3 joueurs sur le périmètre. Tout le reste de la gang est tout aligné sur la ligne de fond en face de ces spots-là, 3 rangées. La balle commence d'un côté. Le joueur qui est d'un côté envoie la balle au centre et s'en va défendre le joueur en croisé. L'autre côté à l'aile, complètement à l'autre bord. La personne du centre renverse à l'autre bord. Elle s'en va défendre la personne du centre. Puis la personne qui vient de recevoir la balle, la dernière, envoie la balle en face d'elle, mais s'en va défendre en croisé l'autre bord. Que c'est un drill de 3 contre 3. Et les défenseurs tombent en attaque après. Puis il y a une rotation qui se fait. Fait que c'est quand même assez simple. C'est ça, tu peux tellement enseigner un paquet de choses avec ça. Puis tu sais, j'avais entendu des vieux coachs, là, c'est rendu moi le vieux coach, mais dans le temps, les vieux coachs, ils disaient
Souvent, on veut, puis c'est correct là, en 2025, les jeunes, ils veulent être stimulés, puis sont pas habitués, avec les écrans, ils sont pas habitués à être concentrés plus que 5-10 minutes, c'est une affaire, là, ils veulent du champ malade. Faut que tu amènes 22 drills différents en 12 minutes pour les garder stimulés. À un moment donné, tu apprends des exercices et non pas les gestes que tu veux mettre l'emphase sur. Yougoslavie, moi, les filles le savent. C'est un exercice qui est le fun. Fait qu'ils sont pas comme encore ça. Mais des fois, j'essaie de varier, c'est sûr. Là. Puis je dirais que la majorité des filles que je coach, ils le voient, là, qu'on essaie d'amener plein de choses différentes. Mais c'est une situation d'un contre un, ou deux contre deux, ou trois contre trois, ça se ressemble. C'est quand même qu'on fait 3 pirouettes avant de faire la situation. Mais on essaie de varier un petit peu, ça rend ça un petit peu plus motivant aussi. Mais faut qu'il y ait un engagement moteur, pas que je suis en train d'enseigner 8 drills différents, puis on fait pas ce qu'on veut faire ultimement. OK. Et ça se peut que tu n'aies pas d'idée sur le coup. As-tu un exercice que tu fais très, très rarement, mais justement pour changer complètement, pour sortir toutes les joueuses de leur zone de confort, ou pas un truc en particulier qui te vient en tête, là? Pas vraiment, je te dirais. On essaie des fois des fois peut-être sous forme de jeu, d'amener un petit quelque chose pour changer le spirit, là. Pas trop long, qui fait juste que ça change exemple, c'est lourd d'un entraînement, tu sens que les filles sont fatiguées ou ou ça, tu fais juste amener un petit quelque chose de différent, puis là, tu les ramènes après. Ça peut se faire. J'ai pas d'exemple précis, là, mais tu sais, des fois, j'essaie de OK, là, c'est lourd, ça va pas bien, ça t'amène un petit jeu de tag ou un petit jeu de peu importe, puis en même temps, tu fais des habiletés avec ça, puis ça peut être intéressant. Je t'amènerai avec deux, trois petites questions. Excuse-moi, mais y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux plus jeunes coachs? Merci. C'est certain que ça prend des intervenants, puis c'est le fun que les gens s'engagent pour ça. Le point principal, c'est, puis je le sais que ça va être tellement simple pour les gens qui le font un peu plus, utiliser les paniers, utiliser les ballons. Il faut que les jeunes aient des balles dans les mains. Si tu fais un exercice de lancer, il y a 6 paniers. Les 6 paniers sont utilisés. Tous les joueurs ont des balles dans les mains. Ce que tu veux ultimement, c'est toujours regarder ton objectif. C'est quoi mon objectif dans ce drill-là? Je veux qu'on lance mieux. Si ici, il y a une rangée de 6, puis il y en a une qui lance à la fois, puis tu relances une fois à minute, ton objectif, est-ce que tu l'atteins? Il faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je veux faire? Puis qu'est-ce qui va être le plus profitable? Fait que l'engagement moteur, faut que les jeunes, il y a une balle dans les mains qui font des habiletés, qui font peu importe ce que tu travailles. Puis c'est ça, de jouer plus de 2 contre 2, 3 contre 3, 1 contre 1, sur les 6 paniers. En tout cas, peut-être pas 3 contre 3, c'est 6, ça va te prendre du monde, mais tu sais, pour que les jeunes soient plus engagés au bout de l'entraînement. Tu sais, si tu fais un entraînement d'une heure et demie, puis le problème avec les jeunes coachs, c'est que souvent, ils coachent des jeunes équipes, et souvent ils ont juste 2 pratiques semaine, 3 pratiques semaine. Fait que c'est pas eux autres le problème. Ils ont pas beaucoup de temps pour travailler des choses. Donc, il faut le maximiser le temps. OK, qu'est-ce que je peux faire en 3 pratiques? T'sais, quelqu'un qui en a 5, 6 pratiques, c'est correct. Là, tu peux des fois te permettre un petit exercice un peu plus ludique, moins productif. Mais quand tu as 3 pratiques, il faut que tu optimises vraiment ton temps d'entraînement. Si tu es capable de faire tes échauffements avant, si tu es capable de faire tes meetings après, et non pas pendant dans leur entraînement. Tu sais, tout ça pour que les jeunes aient un ballon dans les mains puis qui soient dans des répétitions le plus souvent possible. Je pense que ça serait ça un des gros conseils parce que on voit trop d'athlètes arriver, étudiantes athlètes arriver, ils manquent d'habileté, puis ça fait longtemps qu'ils jouent au basket, là. Fait que ça, des fois, c'est ça, c'est juste qu'on n'a pas optimisé le temps d'entraînement, certainement, ou des fois, des fois, un autre point que je pourrais dire, tu sais, oui, il faut écouter les étudiantes athlètes, tu sais, on veut jouer, on veut ci, on veut ça, mais faut aussi faire des choses comme avec les enfants. Je pense que t'as pas d'enfants, t'es trop jeune. Tu sais, nos enfants, là, ce qu'il y a de mieux pour eux autres, là, des fois, c'est de se dire, tu veux faire
de l'écran, ben fais de l'écran. Mais c'est pas nécessairement bon pour eux autres. Tu sais. Tu leur dis non certaines choses parce que tu sais que c'est bon pour eux autres dans le moyen, long terme. Tu sais. Donc, je pense que c'est la même affaire avec nos athlètes. Je veux jouer. Non, on jouera pas, on va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça les déçoit sur le coup, mais Colin, ils vont te remercier plus tard parce que tu vas faire les bonnes choses. On n'est pas là pour être leur ami ou être gentil tout le temps. Là. On est là pour les faire progresser. Encore une fois, je reviens pour qu'ils arrivent à être la meilleure version d'eux-mêmes. Puis eux autres, ils pensent que c'est de jouer à bump la meilleure version d'eux-mêmes. Ben, c'est pas nécessairement ça qui va les amener à un bon niveau. Fait que je pense que c'est ça que je dirais. Super conseil, ça. Pour les plus jeunes joueurs qui rêvent de se rendre universitaire, ça serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Il y a beaucoup de philosophie là-dessus. Moi, je suis un gars, moi, issu d'un multisport. J'ai joué au football, au basket, au baseball. J'ai rien que j'ai pas fait. J'ai fait du ski. Je pense qu'il faut avoir un équilibre. C'est sûr qu'il faut faire, tu sais, si tu veux être un bon joueur de basket, il faut que tu fasses du basket, et c'est clair. Mais essaie de trouver des moments pour faire d'autres activités aussi, surtout les jeunes, les parents. Tu sais, quand tu vois des jeunes de 8 ans faire du basket 12 mois par année, à un moment donné, il va avoir un écœur en titre, il va manquer de motivation quelque part. Les blessures, tout ça aussi, tu sais, ça a été documenté aussi. Je pense que les jeunes essayaient de toucher à tout, essayer de développer un paquet de choses à travers ça, parce que quand tu fais un autre sport, tu développes aussi ton basket aussi. Mais c'est certain que le classique, le travailler fort, être ouvert aux commentaires, être coachable, des joueurs maintenant qui sont coachables, il y en a moins. Pourquoi? Parce qu'avant, pour les mauvaises raisons peut-être, t'avais pas le choix. C'est ça. Maintenant, tu as plein de choix, puis il faut que je m'exprime, puis c'est correct, mais il faut que tu sois coachable. Faut que la critique t'apprenne de façon constructive, puis que tu te dises que le coach n'est pas là pour te nuire, au contraire, c'est un partenaire. Il est là pour t'aider à devenir meilleur, puis plus t'es jeune, plus t'as de choses à travailler, normalement. Même sans vieillissant, on en a aussi tout le temps. Mais il faut que tu travailles un paquet de choses, puis il faut que tu sois ouvert à le faire. Aussi, je trouve que des fois, puis j'ai mes enfants comme exemple, là, mes enfants, Alex, faut que tu fasses faire ton lancer, entre autres, puis elle voulait pas le faire, puis bon, c'est correct, qu'est-ce que tu veux que je fasse, je mets pas de pression, mais des fois, il faut être ouvert à changer des choses aussi, puis à expérimenter des choses pour devenir meilleur. Puis je pense que ça c'est un point que je dirais. L'effort est tout le temps important, c'est sûr, ça ne changera pas. Mais il y en a plein qui travaillent fort, il y en a beaucoup de joueurs qui travaillent fort. Il faut que tu te démarques. Il faut que tu trouves une façon de te démarquer d'une autre façon que juste l'effort, mais démarque-toi par l'effort aussi, mais démarque-toi par ton écoute, démarque-toi par ton vouloir de devenir meilleur aussi, puis de t'améliorer. Puis je pense que tu vas pouvoir te démarquer à ce moment-là. Ah, super ça. Écoute, je te remercie vraiment pour ton temps, pour ta présence avec moi. C'était super cool comme discussion. Honnêtement, je pense qu'on aurait eu du contenu pour en jaser 5 heures, mais on va te laisser aussi profiter de ton été et continuer de travailler fort. Je te remercie vraiment, sérieux, Guillaume, pour le podcast. Ben, merci, Félix Arthur. C'est le fun ce que tu fais pour la communauté basket. Puis, t'es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode du 5e quart. Un gros merci à Guillaume Giroux pour sa générosité et son vécu. Si t'as aimé l'épisode, prends 2 secondes pour liker, commenter ou partager. Ça fait toute la différence pour faire connaître le projet. Surtout, abonne-toi à la page Instagram Le 5e quart pour rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode du 5e quart. Merci à tous.